sais, Fabrice, c'est incroyable maintenant le nombre de chiens que je vois quand je vais me balader qui sont gros. T'as remarqué à quel point même les animaux de compagnie maintenant ils sont sujets à l'obésité? Ouais, c'est vrai, mais tu penses que c'est dû à quoi? Bah malheureusement comme pour nous à ce qu'ils mangent. Ah, c'est les Et croquettes. Oui, c'est les croquettes. les, Ouais, c'est les la croquettes nourriture industrielle. et la sédentarité comme nous. Mm. Et en fait moi ça me fait mal au cœur quand je vois ces pauvres animaux. Je me dis, enfin pour moi c'est une forme de souffrance presque, tu vois, parce qu'ils ont du mal à se mouvoir, ils ont du mal à se déplacer je me dis les pauvres. Enfin, j'ai cette espèce d'empathie naturelle comme ça pour les animaux. Pour l'animal plus que pour l'homme, je dirais presque. Bah, et en fait, quand je vois une personne en surpoids, moi-même je l'ai été il y a quelques années auparavant. T'as été en surpoids, toi? Ouais, j'étais pas obèse hein, du tout, mais j'avais pas, j'avais pas cette silhouette Ah encore. bon? Ah, c'est Non, étonnant. non. Et du coup, ouais, j'ai ce côté empathique pour les animaux, ça me touche tout de suite. Et pourtant, pour l'être humain, peut-être que ça me touche moins parce que l'être humain, il est maître de ce qu'il met dans son assiette, tandis que l'animal, ben, il dépend de son maître, donc c'est le maître qui fait le choix pour lui quelque Oui, part. tu parles de l'animal domestiqué, là. Ouais, Mm. l'animal domestiqué. Bah, les animaux à l'état sauvage, ils sont pas obèses, hein. Ils n'ont pas de problème de poids, ni du coup de santé. Et en plus, quand tu regardes le parallèle, c'est que tu te dis aujourd'hui, il y a de plus en plus d'animaux donc de compagnie qui sont comme ça en surpoids. Et bah, de plus en plus, il y a la vente de mutuelles pour les animaux. Ouais, mais ça permet de couvrir les frais éventuels en cas d'accident aussi de l'animal, pas Ouais. forcément de maladie, même Oui, si la pas de maladie maladie. intervient, mais c'est souvent pour les pattes cassées ou parce qu'une patte cassée à réparer ou à replâtrer chez les vétérinaires, dans mon souvenir, ça coûte très très cher. Parce que moi, j'avais dû faire ça pour mon chat, et quelqu'un lui avait cassé une patte, et du coup, bah, il fallait payer une fortune chez le vétérinaire juste pour lui faire un espèce de pseudo-plâtre, enfin, je sais pas comment ça s'appelait. Et du coup, si j'avais eu une mutuelle à cette époque-là, ça Mm. m'aurait probablement coûté moins cher. Même Ouais. si, après, il faut faire un calcul entre ce que tu payes au mois sur une année et Ce que tu as dépensé sur le coup. voilà. Mm. Mais bon, du coup, en effet, les mutuelles prennent de plus en plus de place. Ouais, Limite, on pourrait se demander si les animaux sont pas mieux remboursés que nous. peut-être. Ouais. Peut-être, c'est peut-être le cas, mais du coup, tu vois, moi je me dis, bah, si il y a autant de produits comme ça sur le marché maintenant, c'est qu'il y a peut-être un réel besoin. Et je me dis, ce besoin, il arrive parce que les animaux de compagnie tombent quand même beaucoup malades. Enfin, maintenant, tu vois des chiens qui ont l'arrière-train paralysé, des problèmes de reins récurrents chez les chats. Enfin, voilà, je suis pas experte dans le domaine, mais tu dis, il y a une vraie problématique et en fait, je pense que on a complètement dénaturé la nourriture qui est proposée pour les animaux. C'est pas ça qu'ils mangeraient en temps normal. Oui, mais en même temps, ils vivent en ville. Donc Ouais, aujourd'hui, ils ont moins accès à la nature sauvage à laquelle ils sont censés avoir accès à l'état sauvage, puisqu'on les a domestiqués en ville. Donc du coup, naturellement, ils retrouvent pas, bah, sur les trottoirs, entre les immeubles, ils retrouvent pas l'alimentation qui leur est dédiée naturellement. C'est pourquoi on compense en créant un nouveau besoin. En fait, en créant la domestication de l'animal, on a créé plein de nouveaux besoins. Et en créant ces nouveaux besoins, on en a justifié d'autres. Tu vois, tu disais, oui, il y en a de plus en plus, et tu avais l'impression qu'on répondait à une demande, mais on a créé cette demande, bah oui. en fait, simplement par surexposition de faits et d'état d'âme en plus de ça, parce qu'on a rajouté l'émotionnel dedans. On le voit très bien avec les propriétaires de chats. Bah oui, et le chien, Non, ça mais marche aussi. ça marche aussi, mais je fais allusion aux propriétaires de chats parce que c'est ma patte, comme je dirais. Euh, il y a en vrai, on a réussi, et ce qui est logique, hein, ce sont des êtres vivants, on a réussi à faire en sorte que ça prenne tellement de place émotionnellement dans la vie des gens, un animal de compagnie, que tu ferais tout pour cet animal. À partir du moment où il rentre dans ton foyer, dans ton intimité, dans ta vie, tu ferais tout pour lui, presque peut-être plus que pour ta sœur, ton beau-frère, ta mère, ton père, tes cousins. Si ton chat, tu dois dépenser 5 000 € pour lui réparer une griffe, tu les dépenseras les 5 000 € pour ton chat, que tu aies une mutuelle ou pas, alors que toi-même, si tu te retournes le doigt, tu vas pas à l'hôpital. Tu vas pas, tu vois ce que je veux dire, tu mettras un mois d'attention Oui, ou t'as un frein mental émotionnellement, à dépenser l'argent voilà, pour te émotionnellement soigner. pour toi, que émotionnellement pour ce qu'on a créé dans cette connivence avec le besoin d'assister l'animal de compagnie. Mm. Parce que l'animal de compagnie, on l'a corrompu
à être de compagnie, donc domestiqué. À la base, tu croises un loup errant en ville, tu ne vas pas l'embêter, tu ne vas pas chercher à le domestiquer, et s'il se casse une patte, à la base, tu vas le laisser boiter, le loup. Et il fait son chemin, il fait sa vie, il ira se réparer la patte dans la forêt s'il peut. Non, il pourra pas, mais façon de parler. C'est pour dire qu'à partir du moment où on a domestiqué ça chez nous, émotionnellement, tout le cadre, que ce soit marketing, de discussion, de mimétisme social, tous ces cadres-là ont fini par créer une espèce de voûte émotionnelle autour du besoin d'être vraiment à l'écoute. C'est plus fort que toi. Hein. C'est même pas un besoin où t'es focus là-dessus, c'est plus fort que toi. Oui, T'as un une animal espèce chez toi, d'empathie naturelle. ça y est, c'est foutu, t'es corrompu. T'es corrompu par ton animal. C'est pour ça que, et je cautionne pas ça, mais c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui, par saturation et par incapacité de faire comme ça, finalement, préfèrent abandonner l'animal plutôt que se corrompre eux-mêmes. Donc il y a plein de raisons à ça, hein, psychologiques, émotionnelles, machin, mais il y a des gens qui, à un moment donné, se débarrassent de leur animal parce qu'ils peuvent pas suivre. Pas forcément que pécuniairement, ils peuvent pas suivre ici. Mentalement, ouais. Voilà. Et ça, après, on peut leur en vouloir ou pas, mais je suis pas pour dire qu'il faut abandonner les chiens sur le bord de la route. C'est pas du tout ça, moi je le ferais pas. J'évite de prendre un chien pour cette raison-là, du coup. Parce que j'aime trop les animaux, et c'est pareil, j'ai beaucoup plus d'appétence, c'est pas le mot, mais j'ai beaucoup plus faut pas le dire, hein, ça sera coupé, mais si on le coupera pas, c'est pas grave. J'assume. Je suis beaucoup plus proche d'un animal que d'un humain sur le plan de ce que ça me provoque. Ça me provoque pas grand-chose. Moi, je suis pas doté d'émotions comme vous, les espèces de montées, de bizarreries que vous avez chimiquement dans votre corps quand un truc se passe. Moi, j'ai pas ça. Je suis pas les mêmes sensibilités. Donc, je comprends pas tout ce que vous faites quand vous faites des visages, des grimaces, des sourires. Je suis un peu à côté de mes pompes quand j'observe les scènes. Mais je respecte, vraiment. Cet amour pour l'animal que vous avez depuis que vous l'avez domestiqué. Ouais. Mais t'imagines, c'est là que tu dis, il y a quand même un sacré paradoxe, parce que quelque part, tu as un amour pour l'animal, mais en fait, consciemment mais surtout inconsciemment, tu participes à rendre malade ton animal. Ouais, mais En adoptant des comportements, en lui proposant des comportements qui ne sont pas les bons. C'est-à-dire qu'un chat à l'état sauvage, il est censé être dehors et chasser une bonne partie de la journée, et dormir aussi. Mais il chasse, il bouge. Il fait d'ailleurs l'état de domicile. Ouais. Et il bouge beaucoup plus qu'un chat qui est en maison, ou en appartement en tout cas, parce qu'il n'a pas accès forcément à l'extérieur. Un chien, c'est pareil. Un chien, il attend patiemment toute la journée que son maître rentre pour être baladé 10 minutes. Ouais. Ou 1 heure quand il a de la chance qu'il a un maître qui est super disponible et qui a la possibilité de faire ça et qui a envie de le faire. Ouais. Mais c'est pas ce qu'on voit majoritairement. Quelle folie d'ailleurs, pour le chien, d'attendre toute la journée son maître. Ouais. Quel travail ils ont, quel contrôle ils ont sur leur vessie d'ailleurs, hein, pour certains chiens. Ouais. Il y en a d'autres qui ont peut-être moins le contrôle, mais c'est fou. Mais pour résumer ce que tu dis, parce que j'imagine très bien où tu veux en venir, tu fais le parallèle du soin dédié à l'animal et à son alimentation et à l'homme, parce que finalement, en vrai, c'est là où on en vient. Si nous, on nourrit mal l'animal, et c'est nous qui le nourrissons parce qu'il est domestiqué, il va pas bien. C'est ça. Et nous, c'est comme la vaccination pour les agneaux. On est capable d'avoir pris en considération le fait que certains vaccins rendaient malades sur le plan neurologique, et pas que certains animaux de compagnie. Les laboratoires ont fait en sorte, certains laboratoires ont fait en sorte de faire en sorte que les adjuvants toxiques ne soient plus mis dans ces injections-là. On l'a fait pour l'animal. Et on ne veut pas le faire pour l'homme. Et ça, c'est déjà... Alors, je devrais peut-être pas soulever ce point, parce qu'après, on peut toujours censurer comme on fait d'habitude, mais c'est quand même un point de réflexion sur lequel je trouve vraiment l'espèce humaine curieuse. Tu as un animal vivant, tu le rends malade avec une injection. Tu valides, c'est ok, c'est validé, c'est scientifiquement éprouvé. Tu vois la même chose chez un être humain, tu valides pas. Tu valides pas parce qu'il faut pas le valider. Mais il faut pas le valider, c'est un business, parce qu'un humain malade, c'est pas un patient, c'est un client. Oui, mais le chat malade, c'est aussi un client. C'est aussi un client, ouais. Mais alors de toute façon, il sera peut-être rendu malade autrement. Ça va aller plus vite peut-être pour l'animal. C'est ça va aller trop vite, ça va pas durer assez longtemps et ça fera pas suffisamment de consultations ni de produits à consommer. Bien que ça coûte cher.
Mais bon, parce qu'en fait, on adapte les croquettes à la sensibilité digestive de l'animal, parce qu'il faut savoir que une fois qu'on a rendu malade l'animal, il a une sensibilité digestive accrue. Mm. C'est marrant. Parce qu'une fois qu'on a rendu l'être humain malade, il a une sensibilité digestive accrue. Et le lien est toujours le même. Tout ça pour dire qu'en fait, en vrai, l'animal, pour le préserver, il faudrait qu'on le faire vivre le plus longtemps possible. Il faudrait qu'on lui redonne la nourriture pour laquelle il est fait, il est conçu à l'état originel. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il en est de l'être humain? En fait, l'être humain, on ne sait pas en fait en vrai. C'est quoi son état originel? On est parti de plein de théories comme quoi il descendrait du lapin, puis du singe, puis du pamplemousse. Et peut-être que l'évolution finalement théorique qu'on a donnée, je sais pas, je suis pas anthropologue, mais peut-être que tout est faux, peut-être que toutes les théories sont fausses. Mais Laquelle est la plus vraie comme là-dedans? on dit que l'être humain, enfin que l'homme est un chasseur-cueilleur, cueilleur. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est qu'un cueilleur, d'autres, à une époque, il faisait trop froid, il n'y avait plus accès aux baies, etc. Donc il n'a pas eu d'autre choix que de chasser, donc c'était presque 100% carnivore. Il y a plein de théories là-dessus, Ah bon finalement. Quand il y a eu des périodes plus froides, bon après, à l'époque... la glaciaire qu'on connaît pas, nous, oui. Oui, voilà, où on voit dans les cavernes des peintures rupestres où on voit l'homme chasser des mammouths, mais c'est ce qu'on voit, mais en réalité on ne sait pas parce que a priori l'homme n'était pas sédentaire, il était nomade, il bougeait, il se déplaçait selon les saisons. Comme un oiseau migrateur, quoi. Ouais, comme un oiseau migrateur. Et du coup, t'imagines à l'époque comment l'homme marchait et sans chaussures en plus. D'ailleurs, tiens, c'est très important que faut penser à enlever vos putains de chaussons de merde et vos chaussettes si vous voulez retrouver une santé optimale. Pareil, la bouillotte d'eau chaude là, que vous mettez sur votre bidon là, pour des raisons insalubres, c'est pareil, faut arrêter si tu veux retrouver ta thermogénèse de base. Ouais, mais il faut arrêter. Pour pouvoir arrêter, il faut déjà mettre certaines choses en place qui permettent de se laisser une porte ouverte, une fenêtre, mais... pour se dire « Ah tiens, j'en ai peut-être plus besoin ». Tout ça, c'est du conditionnement, évidemment, tu as raison. On est conditionné à avoir du confort, de la chaleur, du froid, du tiède, et donc du coup, par conséquent... Au-delà du conditionnement, la bouillotte sur le ventre, elle est utilisée pour soulager une douleur qui est juste insupportable, que moi j'ai connue. Donc la bouillotte chaude, je connais. Aujourd'hui, c'est plus quelque chose que je fais sur mon ventre parce que j'en ai plus besoin, parce que je me suis laissé l'opportunité d'entrevoir une autre possibilité, d'ouvrir une porte et puis d'essayer quelque chose de différent. Et en améliorant mes douleurs, s'il n'y a plus de douleur à soulager, il n'y a plus besoin de bouillotte. Oui, évidemment. Mais le problème, c'est que cette routine de la bouillotte entretient la routine de la bouillotte. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, même sans douleur, un moment donné, ou alors sous suspicion possiblement une douleur pourrait intervenir, vous laissez même pas la place à, vous prenez la bouillotte, vous recroquevillez dessus, dans un sens ou dans un autre, ça dépend si vous êtes sur un canapé ou non. Par anticipation peut-être. Mais après, quand tu connais une douleur qui est tellement atroce que on pourrait te mettre une bouillotte si chaude que ta peau en est brûlée, et c'est le cas, je veux dire, il y a des personnes qui mettent des choses tellement chaudes que tu vois la peau qui est presque en état de brûlure intense, et tu te dis, là c'est parce que la douleur prend le pas sur tout le reste, et dans ces cas-là, tu prends n'importe quelle solution qui te soulage ne serait-ce qu'un tout petit peu. Oui. Même si ça te fait rentrer effectivement peut-être dans un mauvais cercle vicieux, mais quand tu n'entrevois pas d'autres échappatoires, d'autres solutions, tu prends celle que tu as à disposition et que tu connais. Oui, évidemment. Et ça, je l'entends, c'est le propre de l'humain, peut-être de l'animal aussi. Mais je comprends, c'est juste que moi, intellectuellement, je suis pas foutu comme vous, donc je le comprends, mais je le comprends pas. Mais c'est moi. Après, peut-être que d'autres... Ouais. Après, tu sais, il y a des choses que tu fais, même inconsciemment, c'est-à-dire que, je sais pas, tu te blesses, tu te coupes, en fait, t'as le réflexe naturel d'apposer ta main, souvent. Moi, non. De tenir... Oui, mais je suis pas je suis pas équipe comme quand t'as mal quelque part, une femme qui a mal au ventre, moi-même je l'ai fait, c'est tu poses tes mains là où t'as mal. Oui, non, sûrement. Et en fait, les mains, d'elles-mêmes, elles réchauffent. Et puis je pense qu'on a quelque part une faculté un peu comme ça de guérir, de s'auto-guérir, simplement en apposant les mains. Totalement, par l'intention. L'intention qu'on porte à nos mains et l'énergie qu'on diffuse à travers celle-ci vers à l'endroit où on les pose, c'est l'orientation de notre intention. C'est ça, mais du coup... Là, tu parles d'intention, il y a le côté intention consciente, mais le fait de poser ses mains dès que tu te blesses, en fait, c'est quelque chose qui est même instinctif.
tu le fais tu le conscientises même pas, en fait, tu le fais tout de suite, c'est quelque chose d'immédiat. Et je pense que c'est quelque chose qui fait partie de nous et qu'on a oublié, on s'est simplement déconnecté de ce côté-là. Alors moi, Il y a encore des choses résiduelles et qu'on fait de manière automatique. Oui, sans doute, mais alors peut-être que moi j'ai un problème avec ça, j'ai peut-être pas les bons câbles non plus, parce que moi la seule raison qui fait que j'appose ma main sur une plaie, par exemple, c'est pour mathématiquement la refermer. Ah oui? Mais je vais la refermer par conscientisation du fait qu'elle est ouverte et il faut que les deux parois se collent et que je vais la fermer. Mais j'ai pas ce réflexe instinctif à la douleur de faire ça. Ouais. C'est pas ça qui me vient. Moi, ça va être, attends, merde, la plaie est ouverte, il faut que je recolle les deux parois pour que le sang ne s'échappe pas de trop et que la plaie se referme le plus rapidement possible et se recolle, quoi. Bah, t'as le temps de te dire tout ça dans ta tête, toi? Oui, parce que je fais très vite. Parce que moi, je pense que on se le dit même pas, en fait, on le fait. Non, mais moi, non. C'est ça que je te dis. Moi, je te parle de moi. Je dis pas que les gens sont tous pareils. C'est peut-être un cas exceptionnel. Non, mais certainement. Mais c'est juste que je vois bien. Alors, j'ai un temps de réaction qui est très lent par rapport à vous. Par rapport à dire, si je m'éclate, je vais regarder à un moment donné, je vais attendre. Ça peut paraître long quand je le dis comme ça, mais en vrai, c'est très court. Mais ça pourrait paraître long. Je attends. Ah, merde. Là, l'énergie descend. Il y a un truc qui doit monter dans l'escalier pour que j'arrive à comprendre. Attends, qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Tu vois, je passe vraiment par toutes ces étapes-là. Compte tenu de la profondeur de la plaie, de l'endroit où elle est placée, de si je bouge le doigt et la peau qui va tirer, ok, il faut que je fasse ça. Hop. Et après, je crie, je crie maman ou quelqu'un, et je dis oh, voilà, j'ai un problème, j'ai besoin d'aide. S'il y a quelqu'un, après si je suis tout seul, non. Par contre, tu vois, le fait je vois bien que les gens qui se cognent le genou dans un coin de table en passant ou le pied dans un orteil, tu vois, ils ont le réflexe, et c'est vrai que tu dis ça, de faire ça et de frotter. Et moi, ou même ne serait-ce que pas frotter, mais de mettre une petite pression. Oui, moi, c'est pas du tout ce qui me vient. D'ailleurs, si jamais je dois frotter un endroit où je viens de me cogner, je vais me faire mal en frottant. Bah oui. Donc je comprends pas, c'est pour ça que pour moi c'est un phénomène mimétique, pour moi, mais ça se trouve ça ne l'est pas, mais c'est-à-dire que c'est un phénomène mimétique qu'on a les enfants observé, les parents ou les camarades qui l'ont fait, donc du coup on répète en société. Moi je répète absolument rien. Dans les sociétés, depuis que je suis tout petit, je suis toujours à côté de la plaque, tu vois, parce que j'aime pas imiter. C'est même pas que j'aime pas imiter, c'est que ça ne me vient pas naturellement. Mais du coup, j'ai souvent observé les gens qui se cognent, qui font j'ai jamais compris. Moi, si je me cogne et que ça me fait mal, je vais mettre un temps pour comprendre est-ce que c'est brisé ou pas. Si c'est pas brisé, j'ai aucune raison de m'affoler, tu vois. Et donc du coup, je fais pas le mouvement que vous faites tous, que ce soit une cheville, un orteil, un genou dans une. Ça m'arrive souvent, un genou qui tape la porte. Quand tu tapes un truc, moi je trouve que de mettre la main et de mettre une petite pression, ça soulage. Mais sans doute, mais je te parle de mon cas. Vous avez des besoins physiologiques curieux, mais moi j'en ai d'autres. Voilà. C'est-à-dire que moi, il faut pas toucher. Oui. Après, ça dépend, pardon. Ouais, mais j'ai une scène qui me vient en tête, mais je vais pas la raconter là. Mais bon, voilà, donc oui, alors, pour revenir, c'est peut-être mon côté très animal. Parce que regarde, tiens, on va dans l'humain et on repart sur l'animal. Je suis très animal, je pense au fond, dans ma façon de fonctionner, avec mon... De toute façon, je pense que tout le monde, ceux qui me connaissent le savent. Un animal, quand il se tape une patte contre un truc, il va crier, il va chouiner, mais il va pas prendre sur notre patte pour poser sur sa patte, tu vois. Il va chouiner, il va se demander si ça peut marcher, si ça peut continuer. Un chien ou un chat, il se lèche, ils font autre chose. Peut-être qu'il se lèche, en effet, peut-être que c'est une façon de mettre la patte dessus. T'as raison. Mais en tout cas, voilà, a priori, il y a des propriétés cicatrisantes dans la salive. Mais probablement que c'est étudié pour ça. Enfin, pas que c'est étudié. Ils ont été conçus naturellement de façon native, comme ça. C'est là qu'on en revient à un truc exceptionnel, c'est le pouvoir du corps humain. Le pouvoir du corps, en fait, même pas, je dirais le pouvoir de la cellule. Si on descend à une dimension infinie de l'image, je dirais même sur le plan quantique, sur ces fameux champs quantiques dont on parle de plus en plus, même si on n'y comprend rien, je pense que ça va être très difficile d'y comprendre quelque chose. C'est-à-dire, en tant qu'humain, de vraiment verbaliser un texte scientifique qui explique réellement ce que c'est. Parce qu'il y a plein de théories, il y a plein d'observations,
Je pense qu'il nous faudrait un autre vocabulaire pour parler de ça. Mais pour revenir à ça quand même, sur le plan de la cellule, en fait, si tu laisses le corps faire, sans intervenir, Oui. il sait faire. Bah oui, Il sait tout faire. Et ton corps, sur le plan cellulaire, ton corps est plus intelligent que toi. Tu auras beau faire toutes les théories scientifiques du monde, toutes les expériences physiques, tout ce qu'ils font là, en laboratoire, leurs tests, leurs machins, leurs trucs. C'est très bien pour le côté pragmatique, palpable des choses mathématiques. Mais en vrai, laisse à ton corps l'opportunité de révéler son intelligence, il le fera. Et pour ça, il faut le laisser faire. Mais c'est ce que j'allais dire, parce que tu dis il sait faire, ben, c'est à partir du moment où tu l'empêches pas, même en faisant certaines choses de ton quotidien, donc tu n'as même pas conscience qu'en fait tu le brides. Et comment tu le brides aujourd'hui? Tiens, tu pourrais m'expliquer comment on a fait pour brider nos corps humains aujourd'hui? Eh ben, en les polluant. En les alors, polluant de multiples façons, c'est quoi? avec ce qu'on mange, avec ce qu'on respire, avec ce qu'on boit, avec le manque de mouvement. En fait, toutes nos habitudes quotidiennes l'empoisonnent. Parce que on est rentré dans des modes de fonctionnement qui sont à l'antagonie de ce qu'un être ferait à l'état naturel, à l'état sauvage. Ouais. Du moins, oui. Ouais, pour moi, on s'est complètement déconnecté de notre nature animale, finalement, au point que tous nos comportements sont des comportements induits, suggérés, et plus des comportements naturels. On ne sait plus ce qu'on ferait en temps normal, on ne sait plus ce qu'on mangerait si personne nous disait quoi manger, on ne sait plus ce qu'on ferait si personne ne nous disait tiens, il y a un truc à la télé, ou monte dans ta voiture, parce que tu dois aller travailler toute ta journée, parce que de telle heure à telle heure tu dois rendre des comptes. Tu vois, en fait, quelque part, tous nos comportements sont complètement tronqués par la civilisation dans laquelle on évolue, on grandit. Ouais. Ouais, totalement. Mais ça nous coupe de notre nature profonde. Du coup, la pollution, donc tu n'as pas tout cité, mais la pollution qui nous coupe de notre réel potentiel de guérison, c'est l'alimentation, c'est l'environnement, c'est les gens qu'on côtoie, c'est les énergies dans lesquelles on se situe. Parce que là, on parle du champ quantique, encore une fois, de l'énergie de la cellule en elle-même, oui, et on tout peut ça, parler il de participe. musique, on peut parler de musique, de ce qu'on entend, on peut parler Les vibrations du son qui est autour de nous. Évidemment, les vibrations ne sont pas perçues que par nos tympans, hein. Elles sont perçues par l'intégralité de nos cellules. Bah oui, je pense que notre corps est un peu comme une antenne, en fait. Notre corps est une antenne, est doté de multiples antennes. C'est-à-dire que chaque partie de notre corps, ou même chaque cellule, dispose de ses propres types d'antennes. Et c'est là que c'est intéressant, et que j'aimerais bien pouvoir explorer un jour ces choses-là, avec peut-être une autre façon d'élaborer et de parler de ces éléments, mais pouvoir vraiment le toucher du doigt, non, du coup, c'est pas possible, mais vraiment rentrer dans une phase d'exploration totale. J'ai touché beaucoup de choses du bout des doigts, mais je peux pas l'expliquer, et c'est ça qui me manque, en fait. Pouvoir, tu vois, le verbaliser, en fait, ça n'a aucun sens de parler de ce que j'ai vécu, parce qu'il n'y a pas de mots identifiables dont la valeur pourrait correspondre à ce que vous comprendrez, vous, en écoutant parler. Simplement, on peut faire certains parallèles, justement, toujours avec l'animal, parce que l'animal, lui, d'autant plus quand ce sont des animaux sauvages, ils sont encore pleinement connectés à leur nature divine, j'ai envie de dire. Et tu sais, je repensais à ça quand il y a eu le tsunami, la vague du tsunami qui a été une catastrophe en Indonésie. C'était à Phuket. À Phuket, enfin voilà, dans cette zone-là du monde. Il y a beaucoup d'histoires qui racontent que certains animaux sauvages étaient déjà partis. S'étaient déjà éloignés de la côte bien avant que la vague ne déferle. Et donc finalement, eux, ils savaient, parce qu'ils ont cette reliance-là, ils sont encore connectés à leur instinct, et ils pressentent les choses. Et je pense que nous, on est capable de ça, c'est juste qu'on s'est coupé de ça. Et moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté et que j'ai trouvé juste... Quand je l'ai vécu, ça m'a paru tellement incroyable, c'était comme magique, tellement tu peux pas croire que ça existe, mais pourtant ça l'est, et c'est pleinement en nous. C'est que quand j'ai changé d'alimentation, parce que j'ai commencé par là, après j'ai fait plein d'autres choses, mais le premier pilier sur lequel j'ai travaillé, c'était sur l'alimentation. Au bout de quelques mois, ça allait très très vite en fin de compte, il s'est passé plein de choses dans ma vie
où je sentais, je pressentais, j'avais des visions, j'avais des rêves prémonitoires. Les animaux, je sentais leur présence, les animaux sauvages. C'est-à-dire que je me balade face à la mer, je te dis, je commence à dire dauphin, il y a un dauphin à ce moment-là. Je peux pressentir la présence de biches en me disant attention, il va y avoir des biches qui vont traverser. Comment je sais qu'il va y avoir des biches à ce moment-là? J'en sais rien, mais je le pressens. Et tu te dis, mais en fait, c'est incroyable. Comme nous-mêmes, on est capable de ça. Ouais. Mais on a été tellement coupés de nos capacités à cause de justement de tous ces polluants qui nous brident. C'est vraiment ça. C'est C'est vraiment. ça, mais c'est pour ça que je dis souvent développe ton super pouvoir. Mais en fait, en vrai, on va le voir comme un super pouvoir ou une super capacité. Mais en réalité, si tu enlèves ce qui nous bride, elles sont là, ces capacités-là. Elles sont plus ou moins maîtrisables. Moi, par exemple, t'as vu toutes les capacités que j'ai, mais je les maîtrise absolument pas. Le fait de savoir qu'à 270 km/h, là, comme par hasard, il faut que je descende à 130. Personne ne me le souffle, et pourtant je le sais qu'il faut le faire. Je sais, Tu sais que tu le sais, mais tu peux pas expliquer pourquoi tu le sais. Voilà, exactement. C'est pas que ça rentre pas dans la logique. Ouais, j'ai pas entendu une voix dans ma tête qui m'a demandé de ralentir, il y a rien. C'est juste moi. J'ai décidé de ralentir. Ou là, j'ai décidé d'accélérer. Ou là, j'ai décidé de tourner la tête de 90 degrés. Pour pas prendre le coup de poing, par exemple. Alors que n'importe qui aurait pris le coup de poing, tu vois. Et tout ça, et petit à petit, tu te dis, moi, hasard, coïncidence. Au bout d'un moment, tu te dis, non, moi, j'ai vraiment développé un super pouvoir. Mais je sais pas quoi faire avec. Voilà. Il n'y a pas besoin de savoir quoi faire, il y a simplement besoin de l'accueillir et de l'observer et de. Oui. Mais voilà, simplement de le vivre en fait. C'est génial. Le problème, c'est que t'es pris pour un abruti ou un con dans une société pareille. Ou quelqu'un de farfelu ou qui s'invente des choses ou que c'est dans ta tête ou une fois de plus on va te dire c'est dans ta tête. Mais en fait, ça me fait, tu vois, ça me fait penser à un parallèle de la camisole. En fait, tu sais, on parle toujours de camisole de force ou de camisole chimique, qu'on met les gens sous camisole chimique. Et en fait, je me dis, finalement, quand je regarde tout ça, je me dis, c'est comme s'il y avait plusieurs niveaux de camisole. Oui. Et en fait, au fur et à mesure que tu actes et que tu te dépollues quelque part ou que tu élimines certains polluants de ton environnement et quelque part aussi qui sont à l'intérieur de toi, c'est comme si tu enlevais une couche, puis une seconde couche, une camisole, une seconde camisole. Et en fait... tu fais sauter les sangles, en fait. Tu fais sauter toutes les limites. Enfin, peut-être pas toutes, mais une bonne partie. Et la maladie, finalement, c'est la camisole la plus... celle qui t'en sert le plus, celle qui est le plus restrictive. Parce que la maladie, elle te paralyse, elle t'isole, elle te maintient en état de léthargie. Et c'est terrible, la maladie. En plus, tu te sens incompris. Ça dépend de quelle maladie. Il y a des maladies sur lesquelles on est mieux compris et mieux considéré que d'autres. Oui, ça dépend quelle maladie. Celles qui sont étiquetées officiellement, puis par après, il y en a qui n'étaient pas reconnues, qui commencent à être reconnues. C'est le cas de l'endométriose. Petit à petit, les choses s'ouvrent et on commence vraiment à en parler de manière plus large. Mais que la maladie... Pardon, je te coupe, mais est-ce que l'endométriose est réellement une maladie? C'est pas plutôt juste un symptôme? Un syndrome pathologique dû à l'accumulation de contraintes physiques. Contraintes physiques, elles peuvent être émotionnelles aussi, mais contraintes physiques dans le sens où on crée malheureusement des espaces inflammatoires dans le corps humain. Oui, et des dysfonctionnements. Et les dysfonctionnements qui vont avec. Qu'est-ce que c'est la définition de la maladie, du coup? Tu vois, on peut se poser la question. Ouais, il y a plein de définitions différentes. Pour moi, à partir du moment où un corps est rentré dans un état dysfonctionnel au point que ça altère sa capacité de dire. Tu ne peux plus fonctionner, c'est que tu es en état de maladie ou de mal-être, on peut dire peut-être mal-être, mais peu importe, en tout cas, c'est certain que tu es complètement bridé. Donc le premier état, le premier niveau, je dirais que c'est quand tu es complètement bridé, point de vue physique, que tu peux plus te lever de ton lit, plus sortir de ton canapé, que tu peux plus aller travailler, tu peux plus peut-être même serrer les gens dans tes bras, tu peux plus parler, enfin ça peut aller très loin, ça peut atteindre la psyché, ça peut atteindre tellement de strates. Et une fois que tu te dégages de ça, tu te sens déjà tellement léger, libéré d'un poids, mais en plus, tu peux continuer en fait à aller plus loin et te rendre compte qu'il y avait plein d'autres sortes de camisoles, c'est-à-dire que ton esprit était complètement contraint et conditionné, ton intuition aussi, elle était complètement bloquée, annihilée par
par tout ça, par tous ces facteurs différents. Comme tu dis, ça peut être même l'environnement proche humain, ça peut être l'environnement éducatif, même de l'école, ça peut aller. Et en fait, quelque part, c'est comme si en te libérant d'une première chose, tu prends conscience que bah, tu étais bridé à plein d'autres niveaux. Et là, c'est comme quelque chose d'exponentiel et tu vas pouvoir enlever les sangles les unes après les autres et pour finir par pouvoir être pleinement libre et maître de tes pensées, maître de tes actions, maître de tes mouvements. Ouais, et après tu te confrontes à la deuxième prison qui est la prison sociétale. Ouais. Donc bah, tu peux en effet, et ça c'est quelque part un peu piégeant parce que se libérer de toute emprise, hein, comme j'appelle ça, donc quand tu as fait sauter toutes tes sangles et toutes tes camisoles, et là tu te rends compte que tu es face à un problème de taille, à un système. Un système qui est au-delà de toi évidemment, parce que là t'as supprimé toutes tes corruptions toi intérieures, Ouais, sur lesquels tu pouvais sur avoir lesquelles la tu main. pouvais avoir la main, Mm. et tu te retrouves face à un truc où en étant dans cette matérialisation, hein, évidemment, hein, dans ces corps incarnés, on est régi par un système que l'homme lui-même a façonné. Mais ça doit être un homme corrompu hein, au départ qui l'a façonné ce truc. Parce que quand quand tu te délies de tous ces trucs-là, de toutes ces chaînes, à aucun moment, à aucun moment d'ailleurs, en faisant preuve de discernement et de bon sens, à aucun moment tu te dis qu'il est logique de corrompre tous les êtres humains à un système social et sociétal complexe comme celui qui a été élaboré et qui rend piège et qui piège tout le monde. Bah oui. Mais le problème, c'est que tu le réalises d'autant plus fort, ce truc-là, quand tu te libères de toutes tes sangles. Ouais. Parce que justement, à force de te libérer d'une sangle, là, tu te découvres que, bah oui, en fait, c'est facile. Enfin, c'est facile. Ça demande une certaine discipline, mais c'est facile. Et après, En tout cas, tu y as accès. t'as accès à ça. Il faut juste te donner l'opportunité d'y avoir accès. Et après, tu arrives à ce fameux dôme, j'ai appelé ça un dôme pour l'image, mais tu te dis, ah merde, mais maintenant je suis libre de tout, mais il y a encore ce dôme. Ah, qu'est-ce que je vais en faire? C'est encore une prison, ouais. Tu es sorti de toutes tes prisons intérieures pour finalement te rendre compte que tant que tu es incarné dans un système qui existe encore comme il existe, il faudra t'adapter, il faudra interagir avec, mais de manière à perdurer dans ce système. Évidemment, après, on a d'autres façons spirituelles de s'en détacher et de l'accepter, et d'ailleurs le meilleur moyen de bien vivre avec, c'est d'apprendre à l'observer et de l'accepter, de l'accueillir, comme tu utiliserais Oui, et puis après, il y a même si... Disons que dans cette prison à ciel ouvert dans laquelle on évolue, et j'utilise le mot prison parce que pour moi c'est vraiment ça, on peut trouver certaines zones de liberté. Et c'est sur ça qu'il faut essayer de travailler et d'axer notre énergie, plutôt que de s'évertuer à essayer de se libérer de quelque chose sur laquelle on n'a aucune prise et sur laquelle on ne pourra jamais agir. Finalement, c'est déployer beaucoup d'énergie sur là où il n'y aura aucun résultat. Ouais. Donc autant choisir des points d'action sur lesquels on sait qu'on peut vraiment mettre des choses en place qui sont cohérentes pour nous-mêmes, à titre individuel, parce que chacun a sa propre définition de la liberté. Ouais, complètement. Tu vois, tu parles de liberté et ça me fait résonner un truc, parce que ce matin, je suis tombé sur une publication qui m'était destinée, qui était un peu agressive. Et sur un groupe Facebook, comme il y en a plein, des groupes de malades, on est en train de m'accuser d'un truc qui est faux. Donc, comme d'habitude, mon image, mon apparence, et Ouais, c'est ce qu'on s'imagine de toi peut-être. Ouais. voilà, de moi à travers mes images, ma façon de parler, mes publications. Bon, les gens qui me connaissent en vrai savent que je suis pas ce que je suis sur les réseaux, mais en tout cas sur la forme. Et en fait, ça m'a ramené à un truc très basique, hein, ce que je te disais depuis des années, c'est que les gens, ils aiment bien cette bulle. Ils aiment bien ce dôme. Là, je vais reprendre l'image du dôme. Ils se complaisent, en tout cas, dans différentes couches, et là, pour le coup, ils sont toujours dans les couches inférieures, puisqu'ils n'ont rien compris. Je dis ça par rapport à ce que là, on est en train de discuter. Si elles étaient face à nous, ces personnes-là, elles n'écouteraient pas ce qu'on est en train de dire. Parce que ça leur parle pas. Mais ça résonne pas pour elles, Ça ça leur les parle touche pas, pourtant elles sont des millions, je dis bien des millions, hein, le nombre de groupes Facebook qu'il y a avec des centaines de milliers de malades à chaque fois, elles sont des millions à se complaire dans cette prison intérieure qui est
l'attente d'un médicament, l'attente d'une guérison miraculeuse ou l'attente. Mais pendant cette attente, elles subissent non seulement le temps, mais aussi elles subissent les influences. Les influences de ces mêmes autres personnes qui sont elles aussi dans l'attente. Oui. Mais du coup, Qui se personne... conforte, tu veux dire, Oui, là-dedans? il y a une complaisance extrême qui se crée dans ces groupes et dans ces associations aussi. C'est pour ça que je suis pas... Même si je fais partie d'une association aujourd'hui, mais je suis pas adepte des regroupements de personnes qui ont la même problématique, surtout si c'est la maladie, parce que ces regroupements de personnes ne s'élèvent pas. Bien souvent, elles Ça finissent t'enferme. par s'enfermer Mm. et vieillir comme ça, hein, dans une condition qui n'est absolument pas légitime pour un corps humain, et pour l'esprit surtout. Mm. Et cette prison, ces différentes couches de prison, il y en a qui aiment vraiment rester dedans, et il n'y a rien à faire. Tu auras beau leur montrer comment soulever la couverture, comment attraper le coin, et faire ce simple geste, mouvement, pour pouvoir enlever la couverture, il n'y a rien à faire. Ce sont des personnes qui vont t'insulter librement, peut-être même t'accuser, peut-être même porter plainte contre toi, librement, parce que leur condition, leur cloisonnement intellectuel restera là. Oui, il n'est pas en adéquation avec Voilà. ce que toi tu vis ou t'expérimentes. Exactement. Alors que tu sais, tu sais, mille fois que tu peux les aider. enfin, là tu parles par exemple de groupes de malades, mais même à l'échelle de la société complète et du mode, enfin, Mais j'ai c'est envie là de que je dire, voulais en venir. la société moderne et du système de travail, d'avoir des heures imposées, etc., etc. Il y a plein de gens qui vont pas le vivre forcément comme une contrainte, et c'est en ça que je dis que la liberté, elle est très, c'est quelque chose de complètement subjectif. C'est-à-dire qu'en étant enfermé dans une prison, on peut se sentir dans une certaine forme de liberté, parce que si on perçoit pas ça comme une contrainte, bah finalement, si on perçoit pas comme une contrainte, tout va bien. C'est juste. Et tu sais, il y a cette expression qui dit bienheureux le simple d'esprit. Ouais. Et je suis pas en train d'insulter les gens et de dire qu'ils sont bêtes, pas du tout, c'est pas ça, c'est que simplement Bon, si, moi je peux le dire. Mais... de pas avoir conscience de la prison dans laquelle on évolue, finalement, ben, on a appris à fonctionner avec ça, à interagir au milieu de tout ça, et on se sent bien là-dedans, on se sent libre finalement, et quelque part, ben, on n'est pas malheureux. Ou on ne l'était pas, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un éveil qui fait que les gens se rendent de plus en plus compte que ce qui leur est imposé est pas logique, est pas naturel, et que ben, on les empêche de vivre pleinement leur vie de famille auprès de leurs enfants. Je veux dire, quand on est parent, quand on fait des enfants, c'est pour les voir grandir et passer du temps auprès d'eux et participer à leur éducation, alors qu'aujourd'hui, on nous empêche de ça. On met les enfants dans un centre, hein, dans une école, et puis toi, tu vas dans ton autre centre qui est ton entreprise. Et en fait, on grandit pas ensemble, on passe pas de temps ensemble, et le peu de temps qu'on a à disposition, on le passe devant des écrans, on sait même plus créer du temps de qualité. Enfin, je m'égare un peu, mais tout ça pour dire que la sensation de liberté, c'est quelque chose, c'est plus, au-delà d'être quelque chose de concret et de réel, c'est plus une sensation, une perception individuelle. Ouais, mais le problème, c'est que aujourd'hui, toi, tu me disais que tu as l'impression qu'il y a plus de monde qui comprend ça et qui s'ouvre à ça. Bah, qui commence à le comprendre. Et du coup, à mal le vivre. C'est aussi pour ça, je pense, que dans notre société moderne, il y a autant de personnes qui vont pas bien. Qui vont mal, qui sont déprimées, parce qu'en fait, ils se sentent... peut-être qu'ils n'ont pas mis le doigt sur ce qui les rend aussi déprimés, dépressifs, mal, mais qu'en fait, bah, c'est parce qu'ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, il y a quelque chose qui est pas normal. Est-ce qu'ils le sentent bien et est-ce qu'ils est-ce qu'ils le sentent d'un point de vue, est-ce qu'ils l'ont conscientisé, ou est-ce qu'ils le ressentent genre comme une espèce de plume qui caresserait leur avant-bras? Tu vois, Ça dépend du degré de conscience et d'éveil de chacun. J'ai l'impression qu'il y a des... Moi j'appelle ça... Après c'est pas insultant, même si ça va sortir de ma bouche, donc forcément ça va l'être, mais les faux éveillés. Ceux qui te donnent l'impression qu'ils sont de plus en plus nombreux à s'éveiller, mais qu'en fait, en final, moi aujourd'hui, j'avais été comme toi, j'avais le même discours il y a quelques années. Je dis, ah, purée, finalement, il y a des gens qui s'éveillent. Aujourd'hui, avec le recul, je suis pas sûr. Ouais, mais tu Je crois pense pas qu'il y a des que... gens qui se réveillent par mimétisme. Oui, il n'y a pas... Ah oui, ok. C'est-à-dire que du coup, ça crée des faux éveillés, Ouais. des fausses conventions, des faux groupements, des faux groupuscules, je sais pas Ouais. comment dire, de gens qui ont trouvé un moyen de se sentir appartenir à un clan de référence,
en ayant des discussions futiles ou vastes sur un sujet qui est la spiritualité, par exemple, hein, un sujet assez vaste, et qui finalement s'accordent à croire que cette illusion, c'est C'est la vérité. c'est la vérité. C'est la vraie vérité. Et alors qu'ils sont tous en train de se bercer d'illusions, encore une fois, avec des gens qui ne maîtrisent absolument pas leur sujet, pour la plupart d'entre eux. Et s'il y en a un seul qui maîtrise ce sujet, ce seul-là ne fera pas partie de ce groupe. Mm. Parce que il n'y a pas besoin de se réunir en groupe pour pouvoir être acteur de sa propre découverte, Mm. de sa propre exploration Oui. et de sa propre expansion, comme tu dis. Et même quand tu dis il n'y a pas besoin, c'est peut-être même au contraire qu'il faut s'émanciper de tout ça pour pouvoir accéder. Pouvoir avoir accès à ça plus facilement. Ouais, oui. Clairement, c'est comme quand tu disais se perdre en forêt, par exemple. D'ailleurs, le meilleur moyen de se trouver, c'est de se perdre. Bah, c'est ça. Et ça, il y en a beaucoup qui ont peur de ça. Mais c'est ce que j'allais te dire, c'est que ce que tu expliques, et moi je le perçois comme ça, c'est que finalement, tu es enfermé dans une forme de dogme. Et en fait, en sortant de ce dogme-là, tu te dis que tu t'éveilles, et en réalité, tu bascules dans un nouveau dogme. Mais je me dis, c'est pas un processus illogique dans la mesure où, quelque part, l'être humain a probablement besoin de repères, d'un cadre sur lequel s'appuyer pour pouvoir se sentir équilibré. Et finalement, quand il sort d'un cadre dans lequel il était, même si ce cadre était finalement restrictif, contraignant et dans lequel il s'épanouissait pas, il va aller chercher un autre cadre. Et si ce nouveau cadre ne vient pas pleinement à 100% de lui, en s'étant égaré et en s'étant, comment dire, complètement en ayant lâché tout ce qui peut être imposé, finalement, il va aller prendre des nouveaux repères qui sont à nouveau, eux, posés sur des préconçus, des idées préconçues. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est sous une autre forme d'un autre dogme. Oui, c'est encore une autre façon d'être sous emprise d'autre chose. C'est ça. Encore. C'est comme si l'être humain avait besoin d'être sous emprise pour exister. Et moi, par exemple, moi qui suis pas très compatible avec les êtres humains lambda, je vois bien que ma façon de fonctionner crée des heurts. C'est-à-dire que les gens sont choqués, surpris et mal à l'aise. Oui, puis il y a une incompréhension. Parce que je suis différent et parce qu'aucune règle ne s'applique à moi. C'est ça, t'es en roue libre. Autant sur le plan physiologique que psychologique, qu'émotionnel ou que physique. Je n'ai pas de règles, à part les règles de la pesanteur et de la gravité, et puis les règles liées intrinsèquement à la pathologie et ma maladie, Oui. du coup, qui est la mienne et qui me limite. Mais sinon, je n'ai pas de règles intellectuelles. Je sais faire preuve de bon sens dans chacun des contextes dans lesquels chaque contexte que j'exploite. Oui. Que ce soit dans le domaine spirituel, quantique ou la mécanique, pas quantique du coup, mais la mécanique automobile, peu importe ce que j'explore, je suis pas régi par des règles établies par l'homme. Et c'est peut-être ma plus grande force, mais aujourd'hui, quelque part, je le vois aussi comme une faiblesse pour pouvoir correspondre à ça te une dessert. société comme celle que nous avons. Du coup, ce qui fait que tout ce que je propose a l'air de venir de la planète Mars. On me demande toujours quel est mon crédit sur les sujets que j'aborde, quelle est la science derrière ce que j'aborde, mais sur quoi tu t'appuies? Sur quoi je m'appuie. Mais je m'appuie sur ce que j'ai pu éprouver. Vraiment. C'est pas un mensonge, c'est pas illusion, c'est pas manipulation, c'est pas affabulation. C'est ce que j'ai éprouvé. Au sens figuré, enfin physique et palpable, qu'au sens énergétique et non palpable. Et donc, du coup, quand tu expliques ça à quelqu'un qui veut... Parce qu'on vit dans une société où tout est répertorié dans des fiches techniques, des rapports scientifiques et machin des trucs. Quand tu racontes ça à quelqu'un qui est régi par ces codifications-là, ça n'a pas de sens, ce que tu dis, parce que ce n'est pas étiqueté par quelqu'un. C'est comme le fait que j'ai une maladie qui n'existe pas. Elle est là, la maladie, mon corps est abîmé par cette maladie. Mais et donc elle est vraiment là, mais vu qu'elle n'est pas reconnue, j'ai pas de maladie. Bon, après on pourra revoir le fait, pourquoi on appelle ça maladie, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique. Après il y a aussi cette dimension où tu sais une maladie, c'est peut-être parce qu'il faut que tu comprennes quelque chose. Oh, allez, j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que je vais avoir des boutons qui poussent sur les nez, j'en ai déjà beaucoup. Oui, et puis parce que si tu veux pas guérir, c'est parce qu'en fait t'as besoin d'attention, t'as besoin d'amour, donc en fait il vaut mieux que tu guérisses pas pour ça. Enfin voilà, on peut rentrer dans plein de théories comme ça. Oui, après il y a les mémoires cellulaires, il y a les mémoires transgénérationnelles, après il y a plein de choses qui se valent
beaucoup de choses se valent, comme l'effet placebo se vaut aussi. L'essentiel dans l'histoire, c'est que chacun y trouve son compte et chacun y trouve sa libération. Si quelque chose fonctionne pour vous, peu importe la méthode, peu importe d'où ça vient, peu importe comment ça a été conçu, l'essentiel c'est que vous y trouviez un mieux, une amélioration. Et pour ça, il faut déposer son cerveau de côté. Bon, pour revenir à ce que je disais, c'est que aujourd'hui, malheureusement, voilà, moi je le vois parce que là j'ai encore été insulté comme je te disais tout à l'heure. Enfin insulté, c'est un message insultant. Je me dis, c'est des gens. Tant pis, en fait. Avant, j'étais là, quand même, je connais la solution, je vais les aider. Là, je suis usé par l'énergie que j'ai donnée pendant 17 ans à des personnes. D'une, ça m'a jamais rien rapporté. Je n'ai jamais gagné un centime d'euro ce que j'allais dire. sur le fait que... Mais aujourd'hui, je le paye dans un système comme le nôtre. Oui. Pour exister dans le système, je paye le fait de ne jamais avoir pris de valeur, d'échange de valeur équivalente entre ce que j'ai fourni comme énergie et ce que ça a permis d'être, de libérer. Il y a des personnes qui m'ont fait confiance. Ces personnes-là m'ont remercié à leur façon. Et aujourd'hui, je reviens sur le fait que j'étais obsédé par la santé. J'étais obsédé, parce que quand tu as un problème de santé que tu veux résoudre, tu deviens obsédé par ce problème. Enfin, a priori. En tout cas, ça a été mon cas. Et je me rends compte que 17 ans plus tard, à vouloir essayer d'aider des gens, parce que j'ai trouvé quelque chose, j'ai plus envie d'aider personne. J'ai plus envie d'aider personne parce que je peux juste être un provocateur de déclic, ce fameux électrochoc-maker que je suis. Mais je pense que mon aide devrait s'arrêter là. Parce que fournir une énergie colossale sur des champs de compréhension qui sont ras les pâquerettes, tu voulais pas les insulter, mais... Oui, mais après, c'est toujours la camisole. Oui, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens que tu pensais inaptes à comprendre plein de choses, et finalement, en faisant sauter une camisole de camisole, tu vas te rendre compte que finalement, waouh, c'est des personnes qui ont une forme d'intelligence. Une forme d'intelligence compatible, enfin requise, pour pouvoir comprendre la suite, après avoir fait sauter la première camisole. Oui. Tu sais, il y en a. Tu prends le temps, avec une pince à découper, toi-même, tu le fais pour eux. Parce que normalement, tu leur donnes juste l'opportunité de le faire. Hein. C'est ça qui devrait fonctionner au mieux. Mais là du coup, t'as senti quand même, il fallait donner le coup de pince, tu vois, pour couper. Tu coupes la camisole. Et là, tu leur dis, bah, regarde, maintenant, tu peux bouger les épaules. Donc, en faisant ce petit mouvement successif, progressivement, tu vas pouvoir faire glisser les deux autres camisoles et sortir tes bras. Puis après, avec tes doigts, d'éclipser le reste des camisoles. Mais il y aura ce petit effort à faire une fois que j'ai enlevé la première. Qu'est-ce qui se passe quand tu enlèves la première? Est-ce que tu crois qu'ils font ce petit geste pour essayer de faire glisser les deux autres sangles vers le bas de leurs avant-bras pour sortir les mains et cliquer sur les sangles restantes pour les enlever? Non. Dans 98% des cas, ce que j'ai observé, c'est que non. Tu leur enlèves la sangle, ils regardent les deux autres en disant « mais comment je fais pour les autres ?» Bah, peut-être que le peu de mobilité qu'ils ont retrouvé, ça leur suffit à se sentir suffisamment libre. Mais non, ils n'ont même pas tenté de faire bouger leur corps pour que les sangles glissent. Donc ils ne savent même pas s'ils ont retrouvé en mobilité. Ils restent figés, même face au spectacle magnifique du magicien qui a coupé la première sangle. Ils restent figés. C'est tout. C'est comme ça. Et là, c'est... désolé, hein, tant pis, je le dis, celle-là, cette vidéo, j'espère qu'elle va marcher, parce que franchement, vous méritez tous d'écouter ça, mais que vous soyez coach, formateur, consultant, et dans les domaines sur lesquels je m'exprime depuis 17 ans, laissez les pots vides là où ils sont. Faites vos déclics, créez vos déclics dans les cas où il y a un peu de terre fertile. Faites-le. Les pots vides laissés, ça va résonner, tant pis. Ça vous concerne pas, ne perdez pas d'énergie à faire vibrer des pots vides. Il n'y a rien qui va se passer. C'est leur chemin de vie. C'est-à-dire qu'il faut vraiment réussir à comprendre ça. Vous pouvez fournir tous les efforts colossaux qui sont les vôtres, c'est votre énergie que vous gaspillez. Il faut que les gens provoquent eux-mêmes leur besoin de mettre un peu de terre et d'engrais dans leur terre, et la graine qu'il faut. Parce que la graine que vous allez jeter dans un pot vide ne sert à rien. Même si la médecine, la physique quantique me dit l'inverse, je vous le dis, ça ne sert à rien, mis à part avoir perdu vos graines.
Oui, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est l'histoire du pêcheur et de son poisson. Il y a quelqu'un qui a faim. Bah, soit tu peux lui donner le poisson et peut-être qu'il le mangera. Il comprendra qu'il peut s'en nourrir. Soit tu peux lui montrer que il existe une canne dont il peut se servir. Il peut aller devant un plan d'eau et lancer sa canne à pêche et tu peux lui apprendre à pêcher et cette personne deviendra autonome et saura elle-même comment s'alimenter. Alors, Et là, t'as une action qui est intéressante et qui a du sens en fait. si cet homme à qui tu donnes une canne n'a pas été corrompu par un système social avant, oui, il y a de fortes chances que son système intuitif, son instinct animal, prenne le pli et l'appelle son instinct animal ou ce qui se passe dans le champ quantique. On va partir là-dessus. Parce que ça aussi, j'ai une dimension que je voudrais exprimer là-dessus, mais c'est trop complexe avec des mots, mais peu importe. On va dire un instinct. D'accord? Pour moi, l'instinct, c'est pas qu'un instinct animal. J'ai prononcé animal plusieurs fois pour lui donner un cadre à ça. Mais finalement, il y a quelque chose de beaucoup plus fort que l'instinct animal. J'y reviens pourquoi? Parce qu'il y a un truc qui, au-delà de l'instinct animal, intervient. Au-delà du mimétisme animal et du mimétisme social, intervient. Donne une canne à Michel, qui a grandi pendant 40 ans dans le centre de Paris. Mets-le sur une île, donne-lui un petit bâton, donne-lui une ficelle. Il n'a pas internet, il n'a pas de tutoriel. Vas-y, il va mourir. D'accord? Mais il suffit peut-être pas de donner les outils, il faut peut-être lui montrer comment se servir de ces outils. Montre-lui, il ne saura pas faire. Dans 98% des cas, et j'aggrave le pourcentage volontairement, il ne saura pas faire. Il va te demander de toi-même monter la canne. Avec le crantage, avec la manivelle, avec la tubulure, avec le fil, avec le crochet. Parce qu'il va mettre le fil, il va oublier de mettre le crochet au bout. Tu vois ce que je veux dire? Il va même pas comprendre. Et même au pire, s'il y arrive, il va pas comprendre le sens des vagues. Donc, pour te dire pourquoi je te dis ça, c'est parce qu'il y a une théorie que tu m'avais expliquée, qui venait à dire que des singes, même sans se connaître, même sans s'être observés, étaient capables à des kilomètres de reproduire une action de survie sans même se l'enseigner. Oui. Ça vient d'où ça? Ça vient de l'instinct animal, l'instinct primaire, si j'en ai jamais observé? Ça viendrait pas plutôt d'un champ plus grand? Oui, c'est comme un champ quantique d'informations auquel on a tous accès. Exactement, celui dans lequel je puise depuis 15 ans, depuis ma naissance en vrai, mais dans lequel je me suis réhabitué à repuiser depuis 15 ans pour pouvoir exprimer et apporter toutes les connaissances que j'ai. C'est la même chose. Comment est-ce que moi je sais faire tout ce que je sais faire sans jamais l'avoir observé? Et pourquoi lorsque j'observe quelqu'un qui est censé me l'apprendre, mon cerveau ne fonctionne pas? Mon cerveau dit non. 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 C'est plus fort que moi. Je dis mon cerveau, j'en sais rien ce que c'est qui dit non. C'est-à-dire que moi, il faut que je le fasse sous une forme qui va correspondre et qui va fonctionner pour moi. Si quelqu'un me l'enseigne, il y a une coupure de jus. Oui, après ça dépend des personnes, tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Est-ce que tous les autistes ou tous les gens atteints d'un spectre, d'un trouble du spectre autistique ont plus de probabilité à chercher de l'information dans un champ quantique que sur une réalité physique tangible et applicable? J'en sais rien. Mais ton histoire de singe, de singe, de macaque ou de primate auquel tu m'avais parlé, comme quoi, c'était quoi d'ailleurs l'exemple? C'est le 100e singe, en fait, on leur avait donné, il y avait des patates douces mais qui étaient dans le sable et ces patates étaient sales et donc quand ils mangeaient la pomme de terre, elle était pleine de sable et ils en avalaient. Donc il y a un singe qui a compris, qui a eu l'idée de le tremper dans l'eau pour laver cette patate et pouvoir la manger. Et en fait, il y a par observation, ou voilà, par mimétisme, il y a les autres singes qui ont commencé à laver aussi leurs patates, etc. Et en fait, ce qu'on explique, c'est qu'à partir d'un certain nombre suffisant, qu'on appelle le 100e singe, mais en fait, c'est pas 100, c'est un nombre, comme ça. C'est pour donner une réalité. C'est pour donner quelque chose de quantifiable, tangible, de mesurable, mais en réalité, on ne sait pas combien. Mais à partir d'un certain nombre, il n'y a plus besoin de le montrer, en fait, aux autres. C'est comme si toute la masse, tout le groupe avait acquis la connaissance de manière intuitive et naturelle. Et en fait, là où c'était... donc c'est quelque chose qui a réellement eu lieu, c'est dans des îles au Japon, si je ne me trompe pas. Et en fait, ce qui s'est passé, donc, c'est que sur une première île, il y a eu ce phénomène-là. Et les chercheurs se sont rendus compte que sur une île voisine, où du coup, il n'y avait pas eu cet enseignement-là, à partir d'un certain nombre de singes sur la première île qui avaient mis en place cette façon de nettoyer leurs pommes de terre, sur la seconde île, tous les singes s'étaient mis à le faire comme ça.
C'est comme si l'information s'était propagée instantanément, mais pas de manière matérielle. Il n'y a pas un singe qui a nagé entre les deux îles pour expliquer aux autres? Non? Il est à contre-courant? Non, je sais pas. Mais c'est intéressant. Si du moins cette histoire est vraie ou qu'elle a vraiment existé, c'est intéressant puisque ça converge vers l'idée que, voilà, comme moi, regardez toutes les synchronicités qui me servent à rien, c'est pareil, ça me sert à rien d'avoir ce super pouvoir. Tu vois bien. Je prononce un mot, il est prononcé. Je fais une phrase, elle est prononcée. Je veux dire, instantanément, à la seconde près, je déclenche des choses qui existent déjà, alors que je les ai pas observées avant. Comment expliquer ce phénomène? Mais tu sais, tu regardes ça même sur les inventions humaines. Il y a eu des inventions, mais incroyables. Les frères Lumière, voilà, il y a même des personnes qui disent que c'est pas eux qui auraient inventé en premier certaines choses, mais parce qu'en fait, on remarque même l'énergie libre qui est pas encore accessible aujourd'hui. Nicolas Tesla a travaillé là-dessus il y a plus de 100 ans. Et ben, en fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu la même idée, ou quasiment à la même période, mais aux quatre coins du monde. Ouais. Pourtant, ces personnes-là, à l'époque, il n'y avait pas le téléphone, ils se sont pas consultés, ils se sont pas dit, tiens, moi j'ai testé un truc, j'ai inventé une machine, j'arrive à faire ça. Ouais. Et pourtant, voilà, et pourquoi est-ce que dans des mêmes périodes, dans des mêmes laps de temps, il y a plusieurs personnes qui ont la même idée, la même invention, et qui arrivent à la matérialiser, à la créer? Parce qu'il y a encore cette histoire de champ auquel on n'a pas accès. Enfin, on a tous accès. Tu me dis l'énergie libre, on n'y a pas encore accès, mais elle est là. Elle est là, mais c'est juste qu'on ne sait pas. On ne sait pas quoi en faire. C'est pas qu'on ne sait pas quoi en faire, c'est peut-être qu'on n'est pas encore autorisé à l'utiliser pleinement avec dans toutes les possibilités qui existent. C'est ça, c'est comme mon super pouvoir. Mes super pouvoirs, ils sont là. Je suis visiblement pas encore autorisé à m'en servir. Je comprends rien à ce qui se passe. Mais ils sont là. Mais Comment tu peux expliquer qu'en simplement faisant une phrase à quelqu'un, est-ce que, après on peut dire oui, mais regarde, c'est le son de ta voix, c'est les hertz, c'est la fréquence, oui, d'accord. Ma voix, elle est synthétisée par les cordes vocales qui vibrent dans le fond là-bas et qui renvoient dans ma cavité bouchale la vibration qui va faire que ça va agir sous cette forme-là. J'ai pas analysé mon truc, mais comment tu peux expliquer qu'une simple phrase de ma bouche, sans rentrer dans un état d'hypnose, peut faire en sorte que cette personne qui m'écoute déclenche l'exactitude du truc qu'il faut qu'elle déclenche pour toute sa vie, à ce moment-là? Comment c'est possible? Je ne fais pas exprès, c'est complètement intuitif. D'ailleurs, tu l'avais remarqué, quand je rentre dans cet état-là, quand je suis sous l'influence d'une certaine substance transparente, c'est plus fort que moi. Je ne réfléchis plus. Tout ce qui me vient est irréfutable, indébunkable. Je veux dire, c'est impossible. Oui, c'est pas quelque chose que tu intellectualises, ça vient pas de ton cerveau. Du coup, ça viendrait pas de mon système nerveux. Alors tout le monde est en train d'étudier les neurosciences. C'est pareil. C'est super les neurosciences quand tu veux l'appliquer dans une salle de classe. Ça serait comme de l'information que tu récupères du champ quantique et toi, en tant qu'antenne, tu es capable de le capter et de le rediffuser avec ta bouche et tes cordes vocales. Voilà, mais est-ce que c'est le champ quantique ou est-ce que c'est ce que, comme les médiums, tu sais, qui sont canaux, il y a quelqu'un qui leur parle, j'en sais rien. Tu vois, qu'est-ce qui est vrai là-dedans, qu'est-ce qui est juste? Qui affabule et qui raconte n'importe quoi et qui dit vrai? Peut-être que tout le monde a raison. Il y a plein de vérités, hein. Il y a plein d'affabulateurs, merci aussi. Il y a des gens qui se servent de tout ça voilà, et qui l'utilisent de manière malhonnête pour escroquer des gens et gagner de l'argent. Oui, et il y en a qui ont une case en moins et qui le font en étant persuadés de recevoir une information. Oui, et puis ils pensent bien faire et peut-être que ce qu'ils font, c'est très dommageable. Et c'est fou parce que tous ces gens-là existent. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on se méfie beaucoup plus de ceux qui n'ont aucune mauvaise intention que de ceux qui peuvent potentiellement en avoir. C'est un truc que j'ai remarqué aussi. Il y a des gens, ils sont profondément déséquilibrés. Alors après, c'est pas qu'ils ont foncièrement une mauvaise intention, mais c'est leur déséquilibre profond qui leur donne peut-être l'illusion d'avoir, de faire bien. Alors qu'en vrai, ils induisent tous leurs clients ou tous leurs patients en erreur. Je te raconte ça parce que j'ai rencontré des individus semblables à ce que je viens de dire, et pas pas qu'un. Et je me dis, mais en fait, le monde est fait comme ça, le monde est pétri comme ça,
Il faut juste savoir, faire preuve de discernement. Pour les plus aiguisés, bah, c'est facile. Pour d'autres, bon, bah, ils vont prendre 1 ou 2, 3 casseroles dans la figure pour se rendre compte que finalement, bah, ils ont été dupés. Mais le monde est comme ça, et ceux qui arrivent, et encore une fois, je reviens sur l'effet placebo, l'essentiel finalement, c'est pas forcément la méthode, c'est le résultat. Si ça leur fait, s'ils ont été en contact avec quelqu'un de toxique, et que finalement ce truc toxique a fait révéler quelque chose de bien chez eux, bah allez, fais-le. Voilà. L'essentiel, c'est que sorti de là, ça t'apprenne quelque chose, et que ça te fasse avancer. Je voulais aussi parler d'un phénomène qui était... Attends, j'ai perdu le fil. Je t'ai interrompu, tu voulais peut-être dire un truc, non? Bah, je sais plus non plus. Je sais plus non plus. L'idée est partie. Mais c'était un rapport avec les thérapeutes, médiums, et médecins. Peut-être qu'on pourra tout ce qui refaire était une autre... en énergie. On pourra avoir une autre discussion. Oui, on pourra faire une autre vidéo. Revenir sur ce sujet-là, parce qu'il est vaste et qu'il y a sans doute beaucoup à dire. Ouais. Mais du coup, peut-être pour boucler... Ça y est, j'ai trouvé. Non, mais allez, c'est mon vice de fabrication, ça. Non, j'allais dire simplement, peut-être pour boucler la boucle sur laquelle on est parti, qui était quand même l'observation de ces plus chers, nos animaux. Ouais. Parce que ça nous touche, on est beaucoup à être touchés par ça. Bah, finalement, on devrait prendre le temps d'observer les animaux à l'état sauvage, d'observer les animaux à l'état domestiqué, de faire peut-être quelques constats et de pouvoir transposer ça sur nous-mêmes pour pouvoir comprendre ce qui dysfonctionne et quels comportements seraient sans doute les meilleurs à adopter pour nous-mêmes et à mettre en place, comment acter, quoi faire pour obtenir un résultat différent pour nous et puis sortir d'un état d'inconfort, de maladie, de souffrance, Ouais. Il y a cette fameuse phrase qui dit que, je sais plus si c'est Einstein qui dit ça, c'est si tu veux un résultat, en gros, si tu veux un résultat différent, en gros, si tu fais toujours la même chose, tu peux pas espérer avoir un résultat différent. Voilà, c'est ça. C'est ça. Je me souviens. C'est peut-être pas les bons mots au précis. Mais l'idée est là, c'est ouais. ça. Et c'est véridique. Le chat, je reprends le chat parce que tu l'aimes bien. Le chat, c'est un truc que je comprends pas, mais je t'ai observé, et je me dis, c'est vrai quand même, il y a un mimétisme félinois là-dedans. Mais quand le chat s'étire, quand le chien s'étire même, parce que j'avais Tiger s'étirer aussi, et j'observais les étirements, j'observais les postures, cette fameuse posture du chien tête en bas d'ailleurs, qui est reprise au yoga. Finalement, le chat, finalement, le yoga, je sais pas exactement comment c'est né, mais il doit y avoir probablement une influence animale dans cette histoire, parce que les postures, finalement, qu'on a élaborées de mieux en mieux, de plus en plus aujourd'hui, à juste titre ou pas, j'en sais rien, en fait, quand tu regardes certaines postures, c'est vraiment un animal qui s'étire, qui s'étend, qui va chercher à gauche, qui va chercher à droite. J'ai déjà vu mes animaux faire ça. Et maintenant, on voit les humains faire ça. Sur des tapis de yoga, on les voit, ils étirent un peu les côtelettes, un peu les autres côtelettes de l'autre côté, ils étirent vers l'avant, vers l'arrière. Mais j'ai vu mon chat faire ça. J'ai vu mon chien faire ça. Maintenant, l'homme se dit, tiens, on va en faire un truc. Ok. C'est intéressant pour soi. Je pense que le yoga, c'est pas quelque chose que tu devrais exploiter. C'est mon avis. Collectivement. Je pense que c'est une hérésie de le faire, même si aujourd'hui, c'en est un business qui fonctionne comme ça, et qu'il faut le faire collectivement. Mais ce n'est que mon retour, à moi, j'ai mon observation. Aujourd'hui, on est tombé dans le monde va tellement mal qu'on recherche l'équilibre à travers on veut pallier à nos déséquilibres à la recherche d'équilibre. Ce qui est logique, tout le monde fait ça. Mais dans le yoga, c'est d'autant plus révélateur. Je te dis la vérité, alors tu vas me dire tout le monde va mal. Ok, tout le monde va mal. Patricia, Noémie, Brigitte, la voisine, le chat, le hamster, le lapin, ils vont tous mal. Parce qu'ils sont dans un système, soit dans lequel ils ont pris conscience que le système ne leur correspond pas, ce que tu disais tout à l'heure, le fait de faire ce constat, tu te dis, attends, qu'est-ce que je fous là? Donc c'est une lutte perpétuelle avec toi-même. Oui, c'est parce ce que qui amène à l'état de sais pas burn-out. comment t'en émanciper. Ouais. Et oui, c'est ça en fait, tu dis, mais attends. Tu sais pas comment interagir avec ce monde qui t'apporte une contrainte illogique et trouver un état qui te correspond et en fonctionnant. Voilà, c'est ça. Tu oscilles en permanence comme ça. Du coup, ça crée des contrariétés, des contraintes physiques, intellectuelles, et physiques, notamment par les fascias qui viennent se rigidifier, se contracter. Ce qui fait qu'à un moment donné, libérer les tensions à travers le yoga, ça a du sens. Ça a du sens. Mais le problème,
c'est que les professeurs de yoga qui essayent de donner des cours Mm. à leurs élèves, et il y en a de très bons de professeurs de yoga, sur le plan sur le plan qualitatif du cours, il y en a qui valent vraiment beaucoup plus la peine que d'autres d'assister à leurs cours. Soit par leurs explications, soit par la manifestation des postures, soit simplement parce que vous vous sentez peut-être plus proche et plus compatible avec cette personne que d'autres. Mais moi, ce que j'observe, et évidemment mon œil malade est toujours en train de faire ça, je fais pas exprès, c'est à quel point, si ces personnes-là arrêtaient de yoga, ces personnes-là mourraient à l'intérieur. Mais pas que à l'intérieur d'ailleurs. Ce sont des gens qui n'ont pas d'autre choix que de rechercher l'équilibre, pour pallier à leur déséquilibre profond, pour pouvoir survivre dans ce monde. Mais c'est permanent, tu leur enlèves ça, elles ne savent plus faire autrement. C'est un champ d'observation qui est pour moi évident sur toutes les personnes avec qui j'ai eu l'occasion de discuter. Je me dis, mais c'est foutu. Pardon, mais la vérité de ma bouche sortira comme celle-là, c'est mon observation. C'est foutu. Et quand tu prends le yoga et que finalement tu te déportes un peu, tu prends tel thérapeute, tel thérapeute, tel thérapeute, tu te dis, mais c'est la même merde chez quasiment chacun de ces Ouais, individus-là. après c'est relatif parce que finalement, qu'est-ce que la santé? Est-ce que la santé, c'est pas finalement de trouver une forme d'équilibre autant mental, physique, physiologique? Mais oui, mais il faut... Et j'ai envie de dire, chacun mettra en place les outils qui seront bons pour lui pour atteindre cette forme d'équilibre. Il sera sans doute toujours perfectible cet équilibre, mais C'est vraiment génial. mais voilà, même si tu dis c'est des gens qui sont foutus, ok, mais quelque part au moins ils ont fait quelque chose, ils ont trouvé une solution qui leur est propre pour pouvoir atteindre une certaine forme d'équilibre qui est le leur. Oui, mais ces gens-là sont infréquentables. Bah, Ah, pourquoi? ouais, ouais, Alors, non, ce sont des gens ça infréquentables. dépend pour qui. C'est Et très bien moi, s'ils moi apportent du bien, personnellement, mais- je me suis mise au yoga depuis quelques années maintenant. Et je trouve que c'est une discipline très complète, qui est très douce, d'autant plus quand on est souffrant, pour commencer au moins à remettre du mouvement dans le corps. Je trouve que c'est une première étape qui est très bonne, même si c'est pas suffisant et que faire des squats, porter des poids, soulever 57 kilos, ça a été une expérience incroyable pour moi et qui m'a apporté un mieux-être de façon rapide. Vraiment, je pensais pas que je pourrais atteindre ces paliers-là en quelques semaines. Et donc voilà, finalement, le constat que j'ai fait, c'est que le mouvement, c'est quelque chose d'essentiel. On le fait pas assez, même moi, hein, je suis feignasse, des fois j'ai envie de rester dans mon canapé, et c'est tellement plus facile que de se bouger, de se mettre un pied au cul, d'enfiler ses baskets et de se dire allez, j'y vais. Mais en tout cas, quand on est dans un état de souffrance extrême et que le moindre mouvement est une lutte, pour ma part, le yoga, ça a vraiment été une étape qui a été salutaire. Mais, je te remercie beaucoup d'avoir lancé ce contre-argument, même s'il n'en est pas vraiment un, mais c'est très intéressant parce que tu sais toujours comment rebondir. Et ça, j'adore, ça c'est exceptionnel. Ça, c'est ton point fort, ça. Face à... Peu importe la noirceur du propos que je pourrais avoir, tu trouves toujours moyen d'illuminer ça. Et t'as raison, c'est juste que moi, mon regard, malheureusement, s'est porté sur ce qui m'a heurté, ce qui m'a choqué. J'arrive pas à concevoir que quelqu'un qui va moins bien que toi te donne du bien. Je n'arrive pas à le concevoir, mais c'est ma vue, c'est Oui, ma mais vision. comme personne ne va bien Mais c'est aujourd'hui, ça le problème, c'est c'est que finalement, Ouais. chacun a sa propre douleur, sa propre souffrance sur une sphère, et ça veut pas dire qu'il n'est pas capable de t'apporter à un sur autre un niveau. autre niveau, bien sûr. Mais c'est juste que effectivement, là où il faut être super, faut garder en fait son sens critique aussi, c'est de se dire, ben, est-ce que ce que m'apporte cette personne, c'est vraiment bénéfique pour moi, ou est-ce que c'est quelque chose qui en fait va m'enfermer dans une mauvaise compréhension des choses C'est ça. et m'amener dans une direction qui finalement, sur le coup, je peux penser qu'elle est bonne pour moi, mais en fait, je vais à nouveau m'égarer et perdre du temps, perdre de l'argent, perdre de l'énergie. Voilà, et d'autant plus quand on est malade et affaibli, c'est très compliqué d'avoir ce discernement-là. Et donc on va peut-être tester plein de choses et perdre 10 ans comme ça, essayer plein de trucs qui finalement ne nous ont pas sortis de là où on était. Ouais. Et une fois de plus, tu vois, on parlait beaucoup de quantique et de ces choses-là, mais j'aimerais quand même faire un aparté et dire une chose que moi j'ai constatée, qui est ma vérité, qui est issue de mon expérience. Mais j'ai beaucoup cherché de soutien
finalement, dans toutes ces choses qui sont très spirituelles, quantiques, etc. Et c'est positif. Je dis pas que c'est pas positif, ça a été positif. Mais ce qui m'a vraiment, vraiment sorti de pour parler dans laquelle j'étais, c'est des choses hyper pragmatiques en fait, hyper concrètes et très terre à terre. Et en fait, j'ai envie de dire à des gens, mais perdez pas trop d'énergie ni trop de temps à chercher des solutions dans les choses immatérielles. Vous aurez tout le temps d'y aller une fois que vous aurez trouvé les bonnes solutions pour solutionner le gros du problème. Faut pas oublier qu'en fait on est des êtres de chair et de sang, des êtres incarnés, et que si on veut agir sur ce qui nous fait souffrir, sur notre corps, il faut aller vraiment, faut taper dedans quoi, j'ai envie de dire, il faut aller vraiment au cœur du sujet directement. Faut pas s'éparpiller dans trop de trucs qui vont nous apporter un tout petit mieux-être et qui vont pas nous sortir de la panade dans laquelle on est. En fait, il faut vraiment acter, changer d'alimentation, se mettre en mouvement, faire des exercices concrets. Enfin, vraiment, faut passer par des choses hyper simples, en fait. C'est simple. On cherche tellement, on croit tellement que notre solution est compliquée que la solution elle est forcément compliquée. Alors qu'en réalité, non. Votre problème, il est compliqué simplement parce que personne ne vous a apporté de solution, puis que ça fait des années que ça perdure et que personne ne trouve ce que vous avez. Ou alors quand on trouve, il n'y a pas de solution, on va vous donner des traitements, mais en fait ça guérit pas la maladie, ça met vos symptômes, ça les étouffe et ça les rend à peu près supportables pour un temps. Mais en fait, jamais vous allez au cœur du sujet et voilà, on a peut-être cette croyance de se dire que parce que notre problème paraît complexe, la solution elle est forcément complexe et il faut aller chercher, il faut se triturer la tête. Attends, mais j'ai envie de comprendre. Moi-même, je l'ai fait, mais je veux comprendre, Et des fois, on a besoin et c'est salutaire de comprendre. Mais à un moment donné, juste arrête, mets ton cerveau en pause parce que tu es en train de t'épuiser là à chercher à comprendre un truc. Et au final, toute cette énergie dispersée, ça te donne plus. T'as plus assez d'énergie en réserve pour juste acter et mettre les bonnes actions en place qui vont vraiment te sortir de là où tu es. Et les bonnes actions à mettre en place, c'est ce que fait un animal. C'est s'alimenter de manière optimale pour lui. C'est bouger, c'est aller respirer, c'est aller chasser, c'est aller courir, c'est aller marcher. C'est s'étirer, comme Fabrice le disait, voilà, le petit chat qui s'étire, qui prend le temps de s'étirer. Être baillé. C'est des petites choses simples, en fait. Il faut revenir à l'essentiel, faut aller dans la simplicité. Faites simple. Et même, des fois, vous pouvez vous dire, ah, mais du coup, qu'est-ce qu'il faut manger je sais pas quoi manger. Ben, en fait, faites simple. Plus vous allez faire élaborer et compliqué, plus vous allez pareil perdre d'énergie, alors que vous en avez déjà plus d'énergie, parce que vous êtes épuisé par la douleur et la fatigue. Faites simple, prenez des pommes, croquez dedans, et si vous n'arrivez pas à les digérer, vous pouvez les cuire. Mais prenez des légumes, prenez les choses les plus simples, les moins transformées. Plus c'est simple, plus c'est brut. Plus c'est simple, plus ça marche. Et plus ça fonctionne. Voilà, et vous aurez des résultats, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Vous aurez des résultats incroyables. Moi, je les ai eus, ces résultats incroyables, après 20 ans de souffrance, et jamais j'aurais imaginé pouvoir avoir accès à ça. J'étais résignée, je me disais, c'est foutu, je vais juste devoir vivre avec cette maladie et la supporter et essayer de vivoter. Et du coup, j'envisageais même plus de possibilité d'avoir une vie de rêve en fait, et d'être femme et de pouvoir me dire mais peut-être même certaines se disent mais je pourrais jamais obtenir ce poste là parce que c'est un poste à responsabilité et puis que si je dois m'absenter parce que je souffre tous les mois ou je souffre presque tous les jours, ça va pas être compatible. Mais en fait on laisse sur le bord de la route tous ces rêves et c'est terrible, alors qu'en fait juste faites des choses simples, actez simplement et vos rêves, vous y aurez accès. Vous pourrez tout accomplir, ça sera plus qu'une question de volonté après. Ouais, n'oubliez pas que ce précieux parcours incarné, il dure un certain temps. Après c'est autre chose qui vous attend.